Welcome sur mon podcast En route sur mon balai. Je suis Christelle, aventurière dans l'âme. J'ai eu cette folle envie de partager avec toi une de mes passions, mes voyages et mes différentes expatriations. Dans ce podcast, je te raconte mes expériences, te donne des pistes, des clés pour que toi aussi, si l'envie te dit, tu puisses sauter le pas et aller t'aventurer seul ou pas à quelques kilomètres de chez toi ou plus loin. On the road again. Hello, super contente de te retrouver en ce jeudi matin. Alors, le précédent podcast c'était sur Madagascar, donc on va continuer sur cette destination, sur mon volontariat à Madagascar qui a duré 1 an. Et puis, je te parlais du coup de mon projet puisque j'étais coordinatrice. Je vais pas me répéter parce que bon, je trouverais ça dommage pour ceux-là qui ont déjà écouté l'autre podcast. Donc, je t'invite à l'écouter au volontariat à Madagascar. Ce qui était compliqué en tant que coordinatrice, c'était la première fois que j'occupais ce type de poste, comme je disais. Et c'est pas ça qui a été compliqué, bizarrement, entre guillemets, parce que je ne connaissais rien. Mais c'est que mon asso, en fait, pour laquelle je bossais, était petite. Et qu'une partie de mon taf, en fait, c'était de faire des demandes de subventions auprès des institutions locales, puisque le but, c'était que l'argent qui était redistribué pour les salaires, pour les projets, peu importe, venait de l'association en France. Et petit à petit, en fait, le souhait de l'asso, et ce qui est normal, c'est que les institutions locales prennent leurs responsabilités, entre guillemets, et du coup, du coup financent ces projets, les salaires, enfin, tous les projets qui avaient été mis en place. Et donc, du coup, avec certaines institutions, certains malgaches, euh, euh, ils étaient volontaires, ils étaient dans l'initiative. Je parle toujours là des institutions, hein, mais pour certains, c'était notamment une personne, je me souviens, qui ont passé des heures et des heures à attendre, puisque j'étais avec des personnes, justement, les deux femmes là qui s'occupaient un peu de la mission locale, même si là-bas ça s'appelait la mission Pôle emploi. Et on passait des heures à attendre, et puis avec un dossier écrit, et quand du coup on était devant la personne, c'était beaucoup de blabla, quoi. Je vais développer. Du coup, la personne, elle était à l'écoute. Elle disait, oui, là, je suis pas trop disponible, donc du coup, revenez la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de rendez-vous fixé, en fait. Juste petite précision, qui est importante, c'est que, en fait, quand je suis arrivée à Madagascar, je la faisais à la française, et donc, du coup, je laissais des messages vocaux sur les répondeurs. Et je me suis aperçue que, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, ils n'écoutent pas leurs messages vocaux. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de rendez-vous de fixé. C'est pas carré comme en France, en fait, du tout. Donc, ils disaient, revenez la semaine prochaine. Peut-être qu'ils disaient la journée, je ne me souviens plus trop. Mais il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas. Et donc, du coup, on a fait comme ça des va-et-vient sans réellement avoir en retour une prise de responsabilité, une prise d'engagement de sa part et du coup de la part de l'institution. Et ça pouvait être fatigant à la longue, puisque forcément, moi je représentais l'association, donc tu sens que ton association, en fait, elle n'est pas du tout considérée, malgré les projets qu'elle mène et malgré les projets qu'elle a mis en place depuis des années et des années. Et puis, et donc, du coup, j'avais l'impression parfois
de pas de cramer dans le vent, mais mmh, mais en gros que les institutions, elles s'en foutaient, quoi. Et ça, c'était la première impression. C'était pas la première fois que j'avais ce genre d'impression aussi, heu et ça peut aussi se faire, avoir ce genre d'attitude aussi en Afrique. Alors oui, Madagascar fait partie du continent africain, mais c'est complètement différent et d'ailleurs je vais en parler dans ce deuxième podcast sur Madagascar. Heu, mais heu, mais oui, en fait, à partir du moment où tu es pas une grosse association, alors c'est mon point de vue, hein, mais à partir du moment où tu es pas une grosse association, avec, du coup, de l'argent, donc du pouvoir, et ben, il y a certaines personnes qui sont pas intéressées clairement et ils vont pas te le dire et ils vont pas te le faire savoir. Tu vas juste, le ressentir par leur indifférence, en fait. Indifférence sur, pas sur le moment quand tu discutes avec la personne parce que c'est comme une sorte d'hypocrisie. OK, OK, oui, j'écoute et puis, mais c'est après, en fait, il y a pas de suite. Il y a pas d'évolution, il y a pas de projet. Hem, le deuxième point qui m'a aussi, «embêtée» entre guillemets, c'est que, moi je partais du postulat que j'étais coordinatrice et que les personnes qui, accompagnaient, que ça soit des enfants handicapés ou qui étaient auprès de jeunes ou autres, forcément ils savent mieux que moi, ce qui est bon pour le projet, pour les enfants, pour, les adolescents, bref, pour le public, accueilli et heu et donc du coup, moi, j'étais, beaucoup à l'écoute, en fait et «j'attendais» entre guillemets de l'équipe qui prennent des initiatives, qui soient porteurs du projet, de leur travail, heu et heu et avec les du coup, les 2 femmes, qui s'occupaient du projet Mission Pôle emploi, j'avais aucun souci. Alors est-ce que c'est parce qu'elles étaient jeunes? Je ne sais pas, mais avec d'autres projets, c'était plus compliqué, heu, parce qu'elles m'appelaient madame, donc madame Christelle, hem et donc du coup, elles me mettaient sur un piédestal, hem, elles avaient, elles avaient ma confiance et je leur expliquais de temps en temps: «Mais OK, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, je suis à l'écoute et tout» et elles me mettaient sur un piédestal comme on peut le voir aussi dans les autres pays africains parce que je suis blanche, en fait et je me demande si je l'ai pas parlé, j'en ai pas parlé dans mes podcasts sur mon volontariat au Togo, du fait de la vision du blanc, heu, dans les pays, j'aime pas ce mot-là, mais dans les pays, qui sont, moins développés, on va dire, que la France ou l'Europe et du coup que ça peut être compliqué même amicalement, de se faire des amis ou de se faire des amis de confiance et hem et professionnellement, ben, du coup, c'est la même chose aussi. Hem, en fait, la culture est complètement différente par rapport, heu, à l'Afrique. Pour avoir fait plusieurs pays en Afrique, que ça soit à l'ouest de l'Afrique ou, Afrique du Sud, mais pas le pays, mais, au niveau de la localisation, l'Est, hem, c'est pas du tout la même, culture, c'est pas du tout la même nourriture. Heu, Madagascar, ça va être un mélange entre la Réunion, donc là parce que c'est juste à côté, entre l'Inde, puisqu'il y a eu beaucoup de avant, alors je ne connais pas exactement l'histoire, mais il y a eu beaucoup d'échanges, que ça soit au niveau, matériel, épices, que ça soit au niveau culture, que ça soit aussi au niveau personne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui sont d'Inde, qui habitent à Madagascar
Et donc la nourriture n'est pas du tout la même qu'en Afrique. Euh, Notamment, on peut trouver ce que on appelle samoussa, mais là-bas, on appelle ça sambosa. On peut trouver beaucoup de rhum arrangé à différents parfums dans des gros bocaux. La musique aussi. La musique n'est pas du tout la même, j'allais dire, n'est pas aussi entraînante. Ça dépend. Ça dépend. Puisque dans le nord où j'étais, à Diego Suarez, c'était une musique qui était entraînante. D'ailleurs, la choré, entre guillemets, de cette musique, c'était de rouler du bassin, donc de faire un peu du hula hoop. Et, et le climat aussi. Sachant que j'ai été quand même étonnée, puisque bon, avant d'aller à Madagascar, du coup, j'avais fait l'Afrique de l'Ouest et je m'étais aperçue que toute l'année, il faisait chaud. Mais quand je suis allée au Kenya ou en Tanzanie, je me suis aperçue qu'il y a certaines régions, notamment montagneuses par exemple, où du coup il peut y avoir des périodes froides. Et ben là, c'est la même chose aussi à Mada. C'est que du coup dans le centre, donc du côté de Tana, il faut prévoir une doudoune, clairement. Pas tout le temps, hein, ça dépend des saisons. Mais alors que dans le nord, pas du tout. Et dans le sud, c'est encore pire puisque c'est beaucoup plus désertique, beaucoup plus chaud, limite étouffant en fait. Donc il y a cette notion à connaître. Le dialecte aussi ne va pas être le même. Donc là, je fais davantage de comparaison pas entre l'Afrique et les pays africains, puisque l'Afrique c'est quand même un continent, hein. Je ne fais plus la notion entre les pays africains et Mada, mais entre Mada. Parce que Mada, en fait, c'est super grand. On ne s'en aperçoit pas, mais clairement, il y a des avions des avions internes, du coup, pour voyager entre les différentes villes. Pas énormément, mais voilà. Et les paysages sont complètement différents. On peut retrouver les Tsingy rouges dans le nord, du côté de Diego Suarez. Je t'invite à aller regarder sur Google parce que c'est difficilement explicable, mais vraiment, ça porte vraiment le nom de rouge parce que c'est rouge. Un mélange entre rouge ocre, beige, crème, et c'est juste magnifique. Il y a les mangroves à l'est où j'ai été du coup. Et il y a les baobabs à l'ouest que j'ai pas fait et le sud qui est beaucoup plus désertique, beaucoup plus sec. Et puis il y a le dialecte aussi, le dialecte du nord n'est pas pareil que le dialecte du centre ou du sud, pas du tout, parce qu'il y a plusieurs ethnies en fait. Le Madagascar est composé de plusieurs ethnies. Et donc, qui dit plusieurs ethnies dit forcément plusieurs types de comportements et plusieurs faciès. C'est-à-dire que dans le nord, les personnes vont davantage ressembler à des personnes africaines, dans le sens où ils sont beaucoup plus noirs, beaucoup plus typés, le nez est beaucoup plus large, enfin voilà, des Africains avec les lèvres et autres. Sans vouloir rentrer dans une généralité, hein, c'est pas du tout mon but, mais et le centre, par contre, c'est beau, la peau est beaucoup plus claire, les visages sont beaucoup plus fins, les traits aussi, le nez, la bouche, tout, et c'est pas du tout les mêmes comportements en fait. Et c'est ça, pour moi, qui fait la richesse de Madagascar, entre autres. C'est que je me suis aperçue de ça quand j'ai commencé à voyager. C'est que tu peux faire 50 km et le paysage il sera différent. Tu fais encore 50 km et le paysage sera différent. Et les façons de voir et les façons de parler et autres seront différentes. Donc il y a cette diversité culturelle au niveau des coutumes qui est complètement différente. Et donc du coup, c'est comme si
tu avais plusieurs pays dans une petite île, entre guillemets, même si au niveau superficie, elle est grande, mais il y a cette diversité qui est super intéressante parce que du coup, tu apprends sans cesse, en fait. Même si tu fais aussi le Togo, par exemple, oui, tu apprends sans cesse. Mais Madagascar, c'est multiplié par 10, quoi, en fait. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que aussi, euh, c'est que forcément, quand tu fais un volontariat, c'est que tu vas rencontrer d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont être mises sur ton chemin. Tu peux te sentir isolé au départ, ou pas, ça dépend du programme, hein. Mais avec le service civique, il n'y a pas forcément de lien. Et puis, service civique à Madagascar, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix, il n'y en avait que un. Donc, si j'aurais travaillé pour une grosse ONG à Tana, oui. Oui. Parce que du coup, en fait, Tana, il y avait énormément de volontaires de différentes nationalités, blancs, je précise. Et comment je vais expliquer ça? Parce que j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours, hein. Parce que, en fait, juste petite précision, j'espère que tu me suis. Ce que je voulais dire, c'est que tu rencontres un volontaire qui connaît un volontaire, qui connaît un volontaire, et forcément ton réseau personnel, puisque professionnel, moi, je n'avais pas particulièrement besoin, mais du coup, il s'agrandit, en fait. Et donc, du coup, tu t'aperçois que ces volontaires, soit ils viennent te voir dans ta ville, ou soit tu vas les voir. Donc, forcément, moi, ça m'a amené à aller à Tana, ça m'a amené à voyager à l'est, dans le sud et autres. Et donc, c'est super intéressant, en fait. Et donc, ce qui peut se passer, et qui peut se passer aussi dans d'autres volontariats, dans d'autres pays, puisque c'est pas forcément ciblé sur Madagascar, au contraire, c'est que malheureusement, selon mon point de vue, voilà, il y a des volontaires qui restent entre eux, en fait. Et ça peut être aussi le cas pour une expatriation, hein, puisque c'est ce que j'ai constaté. C'est que du coup, ils arrivaient à Tana, et puis... et ça, c'est pas une impression, c'est des potes qui m'en ont parlé. C'est qu'ils vont côtoyer que des Français ou autres. Ils vont habiter dans une maison sur les hauteurs ou pas, hein. Et ils vont pas chercher en fait à rentrer en contact avec la population locale. Et même parfois, ils vont faire preuve de dédain, en fait. Ils vont pas considérer le malgache, puisque ce qui est très populaire, c'est d'engager une femme de ménage, d'engager un gardien qui va surveiller du coup la maison et les environs. Et du coup, à ce que j'ai entendu, eh ben, c'est vraiment le paradoxe, et c'est vraiment le fossé en fait qui se creuse entre ok, je suis à Madagascar, mais je ne côtoie pas les locaux. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Enfin bref, moi, comme tu le sais, si tu suis déjà mes podcasts depuis le début, c'est pas du tout mon but en fait, puisque moi, ce que je recherche à chaque fois, c'est, même si ça peut être un peu plus compliqué parfois, c'est de me mettre directement avec la population locale, puisque je ne vois pas l'intérêt de rester qu'avec des Français ou qu'avec des Européens, en fait. Au niveau enrichissement personnel et professionnel, du coup, c'est beaucoup moins enrichi. Beaucoup plus... L'expérience n'est pas du tout la même, en fait.
Et donc, un volontariat, c'est ça qui est si intéressant, c'est que tu es dans l'ouverture aux autres. Que ça soit d'autres volontaires français, comme je l'ai été, mais aussi des volontaires locaux. Et je tenais à préciser aussi, c'est que, je l'avais déjà parlé lors de mes podcasts, c'est que on a besoin, à un moment donné, peu importe la durée, enfin peu importe, si on fait des volontariats de 3 mois minimum, le mien à Madagascar c'était 1 an, on a besoin à un moment donné de côtoyer des personnes comme nous, entre guillemets, des personnes qui ont la même culture, des personnes qui ont la même vision des choses, on a besoin de parler de la nourriture française, des films ou autres, parce que ça manque en fait. Moi, pendant 1 an, je suis pas revenue en France. Et est-ce que ça m'a manqué? Je me souviens plus trop, mais oui, quelques petits trucs forcément, comme au Togo. Mais c'est une nécessité en fait. Parce que même si j'étais dans l'ouverture de la culture, des coutumes locales, et ben c'est quand même un besoin primordial à un moment donné de se retrouver entre nous et de trouver cet équilibre justement entre ouverture vers ce nouveau pays que je ne connais pas et repères. C'est même plus que repères en fait, et discussions et échanges avec des personnes qui sont de la même nationalité que moi ou du même continent, enfin voilà. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est super important en fait. Mais je pense que de toute façon, à un moment donné, on en ressent tellement besoin que on va se diriger automatiquement. Et la vie aussi va nous mettre sur notre chemin aussi des personnes euh, qui, avec qui justement on va pouvoir échanger sur des choses qui nous manquent ou des choses qui sont importantes pour nous en fait. Un autre sujet, c'est que, bon, tu dois le savoir, c'est que Madagascar est un des pays les plus pauvres, et c'est clairement le cas. Par exemple, Tana, c'est construit sur des montagnes. Et donc, juste petite anecdote qui est super marrante pour moi. La première fois que j'arrive, donc je prends un taxi, forcément, pour m'amener jusqu'à mon hébergement. Et ce que font les taxis, voitures, puisque là-bas, en fait, il n'y a pas des taxis motos comme on les appelle au Togo, les émidjans. Il y a soit taxi moto, taxi ou voiture, ou soit les tuk-tuk. Donc les tuk-tuk, c'est ce que tu peux retrouver en Asie. Donc là aussi, on voit du coup l'influence qui est arrivée jusqu'à Mada, quoi. Et donc du coup, le driver, quand il arrive, quand il monte, du coup, voilà, il roule, il y a le moteur qui est allumé, et du coup, quand il descend, il éteint son moteur, en fait. Et donc, à chaque fois, il fait ça. Et forcément, pourquoi? Par souci, j'ai jamais posé la question, il me semble, mais ça m'a paru, je sais pas, quelque chose de j'arrive pas à trouver mon mot, enfin voilà. Ça ne me vient pas dans ma tête. Mais enfin bref, même si je trouve pas le mot, j'ai trouvé ça super judicieux et en même temps super intelligent en fait, parce que du coup, forcément l'essence coûte moins cher, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut savoir quand même que, comme je te disais, Mada est un des pays les plus pauvres.
Et donc, du coup, ça permet d'économiser de l'essence et ça n'a pas d'impact après sur la conduite ou autre, quoi. Donc, du coup, pour la personne qui prend le taxi, c'est pas très grave, quoi. Et, et en fait, comme Tana est construit sur des montagnes, quand il y a des pluies, notamment la saison des pluies, parce que la saison des pluies, elle est en Afrique, mais elle est aussi à Mada. euh, il y a par exemple des excréments d'humains ou d'animaux, peu importe, qui du coup descendent avec le flux de la pluie, le flux de la terre en fait. Ce qui fait que l'eau, bon ça peut être aussi comme en Afrique, l'eau clairement il ne faut pas la boire. Tu prends des bouteilles d'eau ou peu importe, ou des sachets d'eau comme au Togo, où tu achètes un filtreur. Quand tu fais un volontariat longue durée, le mieux c'est d'acheter un filtreur du coup parce que par souci d'économie, puisqu'à un moment donné tu bois beaucoup quand même, il fait chaud et donc euh, ben le filtreur te permet d'économiser et puis d'avoir de l'eau propre et de l'eau saine à boire. Et donc là, voilà, les excréments qui se mélangent à la pluie, qui se mélangent à la terre. Ça, il y a ça. Le palu, par contre, il est beaucoup moins fort qu'en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a différents stades, le 1, le 2, le 3. Moi, au Togo, je t'avais dit, je l'avais chopé. Le plus fort. Alors, je crois que le plus fort, c'est le stade 3. Et à Madagascar, le palu est beaucoup moins fort. Donc, du coup, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, excuse-moi. Du coup, je ne l'ai pas du tout chopé. Donc ça, c'est plutôt le point positif de Mada. Les routes sont en très mauvais état à certains endroits. Quand il y a la saison des pluies, c'est encore pire, puisque forcément, les trous s'agrandissent. Des trous sur la route goudronnée. Et notamment quand c'est pas goudronné, du coup il y a des enfants en fait qui attendent au bord de la route et c'est eux en fait leur taf entre guillemets, ou ce qui leur permet du coup d'avoir un peu de sous, c'est de reboucher les trous avec de la terre ou autre. Et donc du coup quand il y a des voitures qui arrivent, ils attendent en fait au bord de la route et il y a certaines personnes qui leur donnent de l'argent. Donc c'est ça qui leur permet de subvenir et d'aider leur famille en fait. Et autre petite précision avant de finir ce podcast. Alors au Togo, je t'avais parlé de cafards. Donc forcément, qui dit pays tropical, pays humide, dit aussi des cafards. Donc là, ça n'a pas loupé, clairement. J'en ai trouvé aussi un appartement que j'occupais temporairement. J'avais même du mal à dormir. Parce que oui, j'ai une grosse phobie des cafards, en fait. Et donc, du coup, ça a été très, très compliqué malgré la moustiquaire. Et en fait, il y a la volontaire, du coup, qui m'a succédé. Elle s'est aperçue après qu'il y avait un nid de cafards. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait autant de cafards dans l'appartement qui était au rez-de-chaussée, en fait. Et il y avait une espèce de mini-jardin, mini-cour où on faisait notre linge et où, du coup, on mettait aussi notre linge à sécher, quoi, en fait. Donc voilà, un petit nid de cafard sympathique. Donc voilà, je ferai un troisième podcast, comme tu peux le voir, pour que ça fasse des petits épisodes courts. Et puis parce que 1 an, quand même, c'est quelque chose qui prend du temps à raconter. Et puis, écoute, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le liker. Et puis, n'hésite pas à me faire un retour si
toi, tu as envie d'aller à Madagascar, ou si tu as déjà été, si aussi tu as des expériences de voyage ou d'expatriation à partager avec moi, j'en serais ravie. Et puis, si tu penses que cet épisode il peut aider une personne de ton entourage, alors je t'en prie, je t'invite à partager avec grand plaisir. Ciao.